Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, du coup, je vais commencer par présenter un petit peu une synthèse, on va dire, de l'écosystème blockchain français. Et puis, on va faire un petit focus sur la santé. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je me présente. Ah, merci. Merci, Julie. Je me présente rapidement, Yvan de Lestour. Je m'occupe de tout ce qui est blockchain et crypto chez BPI France en transverse, aussi bien sur. Enfin, on le reverra un peu en détail. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous. Ah, bonjour Yanis. Bonjour Yvan, tout est bon? Oui, parfait. On peut commencer. Bah, super, je te laisse commencer. Merci. Donc, du coup, on va essayer de tenter de résumer la blockchain en une slide. La blockchain, c'est un assemblage de technologies informatiques qui existe pour les plus vieilles d'entre elles depuis 40 ans. Et cet assemblage permet d'augmenter la sécurité et la confiance liées aux échanges. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur la décentralisation. C'est au lieu d'avoir un point central avec une information qui contrôle tout, là, on va décentraliser, on va partager cette information, on va multiplier les serveurs qui ont cette information et on va valider cette information par consensus. Du coup, si on la fait courte, plus de confiance et plus d'échanges, c'est plus de business en fait. Depuis la création du troc, depuis la création de la Compagnie des Indes orientales, le blockchain va s'appuyer sur un socle technique pour permettre finalement d'avoir plus de confiance, puisque je peux faire un virement entre guillemets à l'autre bout du monde en ayant confiance dans l'exécution de ce virement. Alors que sinon, je dois passer par des intermédiaires. Donc, je peux avoir confiance dans les banques. Mais là, on va dire que la confiance, je la mets dans une architecture technique. Alors, il faut comprendre que si on veut que la blockchain fonctionne, ce n'est pas uniquement que de la tech. Le socle technologique est très important, mais il y a deux autres éléments à prendre en compte qui font partie de cet équilibre. C'est la régulation, tout ce qui est juridique sur cette application, et puis ce qu'on appelle les tokenomics, ou cette nouvelle finance. C'est beaucoup lié à la théorie des jeux, à l'incentive. C'est comment justement dans un réseau décentralisé, on fait en sorte que tout le monde joue le jeu et qu'il n'y ait pas d'acteurs malicieux qui essayent de corrompre de l'information. Et donc, c'est cet équilibre, ce triptyque, qui est très important à avoir en tête. Si on n'a que de la tech, ça ne fonctionne pas. Si on a trop de juridique, la tech et les tokenomics ne se développent pas, et ainsi de suite. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Parce que cette technologie, en fait, ce socle technologique, on va l'appliquer à différents cas d'utilisation. En fait, on va le tester. L'application la plus connue aujourd'hui, elle est dans les crypto-monnaies et ses dérivés, mais pas que. On peut appliquer la blockchain justement à la traçabilité de la supply chain. C'est le fameux exemple de Carrefour, des startups comme Tilcal, Connecting Food. Oui, aucun problème pour diffuser les diapos après. Après, justement, il y a des process, on va dire, plus complexes comme le trade finance ou des process comme le KYC où en fait vous avez des acteurs, des assureurs, des banques qui travaillent ensemble mais qui ne font pas partie de la même entité. Donc elles se font confiance mais pas totalement. Et donc c'est là où une blockchain, donc une information partagée et une source unique de vérité, va aider à améliorer ces process. Dans le KYC, pour donner un exemple, une banque, elle va vérifier l'identité d'un client. Sauf que quand elle va transmettre le dossier de prêt à l'assureur, lui aussi va redemander une vérification de l'identité. Donc, c'est un peu lourd. On va vous redemander 2 fois les mêmes pièces. Là, l'idée, c'est de dire, je valide un KYC, je valide la procédure, et du coup, je n'ai à le faire qu'une fois. Ça, c'est les projets matures. Hein. Je veux dire, il y a des projets qui existent, ça fonctionne, et il y a des startups, enfin, il y a tout un écosystème, les transferts d'argent, les nouveaux services type custody. Donc, la custody, c'est quoi? C'est le séquestre de crypto-monnaie. Hein. C'est tout simplement, vous avez un actif digital, faut bien le garder. Donc, c'est un coffre-fort numérique.
Donc ça, c'est ce qui est plutôt mature. Après, il y a des secteurs, et c'est là où on retrouve la santé, on va dire qu'ils sont en cours de maturation. C'est qu'il y a un potentiel qui est énorme, mais on n'a pas encore complètement craqué le truc. C'est pareil sur la relation client, hein. Tout ce qui est programme de fidélité, on pourrait imaginer que ce soit partagé entre marques. Je ne sais pas si certains, je suis tout jeune, mais se souviennent des programmes Smiles de SNCF. On avait des centaines de milliers de Smiles, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Là, l'idée, c'est de dire, OK, je peux partager les Smiles entre plusieurs enseignes, et puis il y a un PEG, enfin, on va l'adosser à une crypto-monnaie qui va me donner une vision financière de ça. L'assurance paramétrique, donc ça sont les oracles, c'est déclenché, c'est les fameux FIDI qui était sur le retard des billets d'avion. Donc en fait, c'est de l'assurance où tout va être calculé automatiquement. Il y a un retard d'avion, automatiquement, on calcule la prime de remboursement et on vous l'envoie sur votre compte. Les industries créatives, bon, ça a explosé, on le verra après, c'est tout ce qui est NFT. Ça, on va dire que c'est vraiment quasiment mature. Et puis, d'autres industries connexes, c'est tout ce qui est lié à des réseaux. La blockchain est très efficace dans la gestion des réseaux. Aujourd'hui, dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'énergie, vous avez beaucoup d'informations qui est mal partagées entre les acteurs. Et ça se finit par un centralisateur qui va tout regarder, tout remettre sur un fichier Excel. Ça, avec une blockchain, au milieu, ça permettrait d'optimiser l'utilisation des réseaux d'énergie, d'eau, de déchets. Il y a pas mal de projets là-dessus, portés par des grands groupes. Après, il y a tout ce qui est digitalisation de la finance. Aujourd'hui, vous avez des actions digitales, mais elles ne sont pas blockchainisées. L'étape, ce serait de la blockchainiser. Tout ce qui est privacy, c'est un sujet très important avec RGPD. Hein. Les fameux stablecoins, le trading, hein, qui devient vraiment de plus en plus mature. Je dirais que c'est quasiment mature aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis. Et puis des projets qu'on appelle plus early stage, c'est-à-dire que c'est encore un petit peu expérimental. Ce qu'on appelle le terme barbare de ZKP, c'est du Zero Knowledge Proof. On y reviendra dans la santé, c'est comment pouvoir requêter une donnée sans y avoir accès. Donc, tout l'enjeu, c'est que les industriels partagent des données stratégiques sans pour autant les donner aux autres, mais profiter de cette manne pour pouvoir l'interroger. Il y a eu un projet, par exemple, dans l'automobile pour échanger des données marketing. Blockchain Analytics, donc ça, c'est vraiment les analyses on-chain. La finance est centralisée. Le staking, c'est comme le livret A, mais en crypto, grosso modo. Lightning et les Layer 2. Donc ça, c'est de l'optimisation de transactions blockchain pour que ça aille plus vite. Ce n'est pas exhaustif. L'idée, c'était d'avoir une synthèse. Pour vous donner une idée sur les sous-catégories, on en est à peu près à 160. On va monitorer 160 sous-catégories. Alors, ça, c'était juste, et c'est pour ça que je veux revenir à la santé. Ça, c'est juste une map qu'on utilise. Il faudra que je l'update un peu sur le financement, en fait, lié. On a vu la maturité, mais là, plus c'est rouge, en fait, plus c'est financé. Et aujourd'hui, les NFT, ça devrait être rouge écarlate. Et bizarrement, enfin, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, la santé est assez peu financée. Et donc, il y a un enjeu de mieux financer cet écosystème, de mieux le servir grâce à cette technologie. Alors que typiquement, les NFT, on pourrait quasiment dire aujourd'hui que c'est surfinancé. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça aussi, c'est ce qu'on utilise un peu en interne pour suivre les tendances et se dire, tiens, BPI France, nous, on a plein d'outils de financement, on va essayer plutôt de financer en amont. Donc typiquement, s'il y a des projets de santé ambitieux, ça va nous permettre de regarder avec beaucoup plus d'attention. Alors, la santé, si on va un peu dans le détail, le vrai use case que tout le monde… Alors, il y a une question, pourquoi les projets de santé sont-ils moins financés? Il y a plusieurs raisons. C'est une très bonne question. Il y a plusieurs raisons. C'est que, vous êtes sur un sujet très régalien. Il y a la Haute Autorité de Santé, il y a les FDA. Bon, c'est déjà compliqué. Il y a déjà des entités qui font un peu la police et c'est normal puisqu'il s'agit de données personnelles et il s'agit de la santé des personnes. Donc, c'est assez encadré. Plus, vous avez une industrie qui est extrêmement concentrée avec les fameux Big Pharma. Et lancer une start-up dans la santé,
On l'a vu, hein, il y a des succès dans les biotech, mais c'est quand même très consommateur de capital. Donc, vous êtes déjà sur un terrain qui est un peu complexe. Si en plus vous rajoutez de la complexité avec une blockchain, ça crée des frottements. Je pense que c'est temporaire, mais aujourd'hui, il faut dire que c'est une belle montagne à gravir, quoi. Il y a quand même pas mal de roadblocks. Le use case idéal, c'est le traitement des données cliniques patients partagées, hein, fameux collaboration, recherche privée, recherche publique. On sait tous que sur les partages des données des études cliniques sur le Covid, on aurait pu gagner énormément de temps sur le développement des vaccins. Et la blockchain peut répondre à cette problématique de garantir finalement un partage de l'information équitable entre les acteurs sans non plus la rendre complètement publique. Donc ça, c'est vraiment le use case un peu phare et on espère vivement que des gens vont y arriver. Ça peut être des labos, des startups, des big pharma, peu importe, ou même des acteurs publics liés à la santé. Mais il faut que ça avance parce qu'on est en train de perdre un temps précieux. Après, c'est ça qui est intéressant dans la blockchain. Je parlais des sous-catégories, hein. Vous avez beaucoup de sous-catégories techniques. Les NFT sont une sous-catégorie technique. En fait, Bitcoin a engendré Ethereum, qui a engendré des standards, le RC20, le RC721, donc le token non fongible. Et puis, quand il est sorti, les gens se sont dit, tiens, ce truc, je vais peut-être pouvoir l'utiliser dans le business. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur une identification du patient par un NFT, un lot de données qui soit unique et qui disent, voilà les données cliniques de ce patient et je peux le raccrocher de façon unique à ce patient. Après, ça pose des questions sur l'identité digitale, hein, qui est aussi un grand sujet mondial et européen avec eIDAS. On rentre dans des détails administratifs et réglementaires, mais il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Il y a aussi pas mal de projets sympas de gamification de la santé. Et là, c'est le lien avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous allez être rémunéré en crypto-monnaie pour un bon comportement. Si vous allez courir, vous allez gagner des crypto-monnaies et ça aura une valeur fiduciaire. Donc, ça peut motiver. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas trop marché, mais je suis sûr que ça marche pour plein de gens. Côté également, on en avait parlé, supply chain, il y a tout ce qui est traçabilité du sang, traçabilité des vaccins. Il y a eu des faux vaccins, on le sait, durant le pic Covid. Donc, il y a tout un ensemble de use cases. Et moi, je veux vraiment saluer au passage les porteurs de projets, les entrepreneurs courageux qui se disent je veux améliorer le système de santé en implémentant cette technologie. Alors, la santé, il y a une question, la santé est très centralisée, une blockchain centralisée est-elle une blockchain? Très bonne question. Justement, ça fait un peu partie des tests avec la santé. Tout décentralisé paraît compliqué. Mais avoir un niveau de centralisation intermédiaire est possible. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle l'interchain ou le cross-chain, c'est des technologies comme Polkadot ou Cosmos. L'idée, c'est que vous pouvez travailler sur une blockchain privée, par exemple entre un labo et une entité publique de santé, qui vont partager de la donnée. Et ça va être dans leur réseau de blockchain. Vous n'y avez pas accès, ce n'est pas public. En revanche, ils ont un lien, un bridge avec des blockchains publiques. Ils peuvent publier des données publiques. Donc, par exemple, ils vont pouvoir publier des résultats d'essais cliniques sur une blockchain pour finalement rassurer le citoyen sur certains travaux. Et donc, c'est cette idée, je pense, de fin dosage entre centralisation et décentralisation. Parce que soyons clairs, la décentralisation complète, c'est un peu comme Internet au début, quoi. On disait, il n'y aura pas de grossiste, le client sera roi. Bon, aujourd'hui, le grossiste, il s'appelle Google, quoi. Il y a un équilibre entre les deux, je pense. Il y aura des mouvements de balancier. D'aller vers le maximum de décentralisation, mais c'est un équilibre fin à trouver. Après, dans la santé, ce qui est en revanche assez intéressant, c'est qu'il y a quand même une myriade d'acteurs. Il y a les gros consortiums hein, qu'on connaît, MediLedger, PharmaLedger, Fun,
porté par IBM. Il y a un consortium SAP aussi. Donc ça, c'est vraiment mettre des acteurs à la santé autour d'une table pour essayer de mieux travailler ensemble avec cette notion de il y a une blockchain, donc je peux faire confiance à cette blockchain. Des big pharma, voilà, certains ont leur propre blockchain pour des raisons d'optimisation de process interne. Des startups, j'ai mis 2 startups françaises dans la détection de faux médicaments, Meditech et Block Pharma. Et puis, il y a même des acteurs plus crypto qu'on appelle les DAO. C'est des autonomies enfin des entreprises décentralisées, entre guillemets, et elles vont travailler sur l'assurance santé. L'idée, c'est comme une assurance c'est un peu expérimentale, mais les gens payent des primes et puis on rembourse ceux qui ont eu des problèmes et on réinvestit la trésorerie de ces primes sur des produits de finances décentralisés pour augmenter, on va dire, la trésorerie globale. En effet, on en a parlé, c'est encore un peu sous-financé, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va se développer puisque la blockchain et les cryptos, vous avez 2 pattes. C'est ça qui est intéressant. Vous avez 2 jambes. Vous avez une jambe B2B, structurée, mais qui prend du temps, et une jambe B2C, qui est un peu une patte folle. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 trilliards de crypto. C'est de la R&D crowdfundée, en fait. Bon. Et il y a un équilibre entre les deux à avoir. C'est-à-dire que pendant les périodes un peu de crash des marchés crypto, le B2B reprend ses droits. Et puis, quand il y a une euphorie sur le marché des cryptos, ça permet d'amener beaucoup d'argent et de le réinvestir. Et je pense que c'est sain d'avoir les 2 sources, parce que les 2 sont sources d'innovation et de nouvelles idées. Mais bien sûr, encore une fois, pour y revenir, c'est un environnement qui est très complexe, qui est très encadré, et c'est tout à fait normal. Mais disons que c'est un des enjeux, c'est de trouver le bon équilibre entre le respect de la vie privée des citoyens, le fait de répondre au mieux aux enjeux de santé et d'intégrer cette technologie et également de ne pas trop perturber les cycles, on va dire, de propriété intellectuelle, de brevets. Là aussi, sur les brevets, il y a des gens qui travaillent sur le fait d'avoir un NFT. Aujourd'hui, un brevet, c'est long, c'est compliqué à traiter, il faut le faire dans plusieurs juridictions. La preuve, elle n'est pas forcément toujours ultra reconnue. Il paraît assez malin de dire le brevet, on va en faire un NFT. Comme ça, j'aurai la preuve que je l'ai émis le premier. Mais après, il faut que ce soit reconnu juridiquement devant différentes cours de justice. Donc, il y aura des temps d'ajustement. Mais pour ça, c'est toujours la même chose, il faut innover. Il faut essayer de bouger les lignes, sinon, ça ne bougera jamais. Alors, maintenant, ça, on a fait un focus use case et santé. Moi, je vais plutôt vous parler des aspects financiers, mais justement pour qu'on ait un parallèle. C'est-à-dire que pourquoi on parle beaucoup de crypto-monnaie? Parce que ça a énormément bougé là-dessus. Et finalement, il y a un petit parallèle à faire pour voir comment ça pourrait bouger dans la santé, comme ça a bougé dans la finance. Aujourd'hui, il y a 200 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies, il y a 2 trilliards de market cap, donc c'est assez énorme. Bon. Et puis, c'est déjà institutionnalisé. Les gens pensent que la crypto, c'est pour des jeunes de 16 ans, mais nous, on a fait notre travail de recenser les actifs sous gestion. Aujourd'hui, on a plus de 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans 1300 fonds crypto. Je parle que de spécialistes crypto. On a 50 milliards d'actifs sous gestion pour 1000 VC crypto. Donc ça, c'est des fonds de capital risque avec 2 géants, Andreessen Horowitz et Pantera, qui doivent être chacun à peu près à 7 milliards d'encours. Donc l'exposition institutionnelle, là, je parle de 150 milliards, mais elle est déjà à minimum 300 milliards. Je pense qu'on est déjà à 500 milliards. Donc, c'est énorme. En fait, ce potentiel d'investissement institutionnel, il est énorme. Et pour donner un benchmark, le premier fonds crypto européen, aujourd'hui, il est à 300 millions d'actifs sous gestion. Et on est en train d'y travailler, mais il n'y a aucun fonds de droit français qui est positionné sur le sujet, mais ça ne va pas tarder. Il y a de très belles équipes
d'investissement de droit français qui se positionnent sur le sujet comme pure player. Et donc, finalement, le parallèle à faire avec la santé, c'est qu'à partir du moment où il y aura des mannes financières à investir, là, le monde de la santé devra réagir, en fait, de plus en plus. Le plus il y aura de projets de santé qui auront des cryptos et des market cap liés importantes, le plus ça développera, ça forcera l'écosystème à se bouger, à trouver des compromis. Alors, là aussi, pour donner un peu, ça c'est macro, hein, ce n'est pas que santé, c'est blockchain, crypto, et c'est que l'equity. Là, je ne parle pas. Mais pour donner une idée, en France, il y a à peu près 60 entreprises qui ont levé. En France, il y a à peu près 600, 700 entreprises blockchain. Il y en a une centaine qui ont levé, dont 60 en equity. Donc, c'est un beau ratio. C'est-à-dire qu'une boîte sur 7 qui lève, c'est plutôt un très bon ratio. C'est au-dessus de la moyenne. Vous avez 75 tours de financement, plus d'1,2 milliard levés. Et donc, on a la chance d'avoir financé beaucoup de ces acteurs. L'Angleterre est plus importante en Europe. Il y a beaucoup plus de cibles parce qu'il y a un marché qui est beaucoup plus financier. C'est beaucoup plus de market maker, de tests de trading. C'est un peu dans leur culture. On est plus gros que l'Allemagne et l'Autriche. Je mets l'Autriche parce que Bitpanda est autrichien. C'est un gros exchange européen qui est basé en Autriche. Et la Suisse a peut-être moins de startups, mais elle a beaucoup de fondations crypto qui fait que les montants sont élevés. Et les US, aujourd'hui, c'est plus de 50 milliards de levées à date. Donc, vous voyez, c'est quasiment 40 fois ce qu'a levé la France. Je pense que c'est 15 à 20 fois ce qu'a levé l'Europe. Et puis, bien sûr, toutes les plus grosses startups blockchain crypto mondiales, elles sont US. Une particularité de ce marché, c'est que les fusions-acquisitions arrivent très, très tôt dans le cycle. Vous pouvez vendre des entreprises au bout de 12 mois, ce qui n'est pas le cas sur d'autres classes d'actifs. Alors, là aussi, par rapport à la finance, pour quand même, et l'idée, c'est de se projeter et de dire qu'est-ce que ce serait dans le monde de la santé. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez essayé d'ouvrir un compte bancaire. Le record, en France, c'est Boursorama, ça prend 8 jours. Pour une fintech, c'est 3 minutes sur Revolut. Et pour, on va dire, un protocole blockchain, j'ai mis moins de 5 secondes, mais en fait, c'est 1 seconde, même pas, et vous pouvez le faire vous-même. C'est la création d'une clé publique. Alors que pour ouvrir un compte dans le système bancaire, il faut que je passe par un intermédiaire qui vérifie mon identité, qui vérifie plein de choses. Et donc, c'est un peu pareil pour tout. C'est-à-dire que l'efficience de la crypto est réelle. Pour investir dans un fonds, c'est 3 clics en crypto. Pour construire un produit bancaire, ce qu'on appelle le Lego Finance, vous pouvez, comme tout le code est open source, vous pouvez très facilement construire des briques. Et puis, il y a les salaires. Les développeurs stars dans la blockchain sont très, très bien payés puisqu'ils ont des tokens. Hein, c'est une forme de création monétaire. Il faut appeler un chat. Mais du coup, ils peuvent très, très bien gagner leur vie. Maintenant, il y a une question que je n'ai pas mise ici, c'est quid d'un euro numérique, un fameux euro digital. C'est une très bonne idée. En revanche, moi, la question, c'est combien de temps ça me prend pour ouvrir un compte, combien de temps ça me prend pour investir dans un fonds, construire un produit bancaire, et si je travaille là-dessus, combien je suis payé, de façon très pragmatique. Si c'est mieux que ça et mieux que ça, ou que c'est entre les deux, ça vaut le coup. Si c'est entre ça et ça, il faut se poser la question de pourquoi utiliser un euro numérique. Le consommateur, c'est normal, le citoyen, il va vers ce qui lui semble le plus adapté à ses besoins et à ses attentes. Donc, c'est un peu un parallèle. Je pense que dans la santé, demain, il faudra se dire, OK, avoir un dossier médical personnalisé. Dans une health tech, à la sécurité, à la Sécu, enfin à la sécurité sociale, et en passant par un protocole blockchain. Et c'est ça, tant que la proposition de valeur blockchain crypto ne sera pas meilleure que celle qui existe aujourd'hui, il faudra encore essayer.
Bon, ça, c'est pour donner un petit aperçu quand même. On l'a dit, la santé, c'est très réglementé et c'est normal. Dans la finance, qui est le premier use case avec les crypto-monnaies qui a été un petit peu bousculé, quoi, tout de suite, ça devient très juridique, quoi. C'est-à-dire que du coup, il faut tout redéfinir. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie par rapport à la monnaie physique? Ça, c'est juste une sorte de norme, enfin de topologie des différents types de monnaies. Entre la monnaie physique, la monnaie électronique, puisqu'on a de la monnaie digitale en Europe et en France. Et qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Et ça, c'est le règlement français. Puis il y a le règlement européen qui arrive, qui met différentes options. Donc, il faut imaginer demain que pour la santé, il faudra redéfinir qu'est-ce qu'une donnée privée, qu'est-ce qu'une donnée publique, qu'est-ce qu'une donnée de santé à caractère que je peux partager sur une blockchain privée, laquelle. Tout ça, il faudra le définir. Et des instances comme la autorité devront s'y penser si on veut en fait arriver à une solution pérenne et valable. Et ça, on n'y est pas encore. Enfin, certains y travaillent, mais disons que ce n'est pas encore complètement remonté des administrations. Bon, ça aussi, pareil, c'est très financier, mais c'est juste pour montrer que la crypto a bousculé les choses. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un système bancaire bien établi, et là, vous avez une sorte de système parallèle. Et donc, il y a un travail de régulation pour ajuster les deux, quoi, et les points de passage. Donc, ce sera pareil dans la santé. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura la vision sécurité sociale, ministère de la Santé, qui est normale, hein, et puis peut-être un système parallèle, mais parce que par définition, la vision de la Haute Autorité de Santé et du ministère de la Santé et des Solidarités, elle est centralisée. Il faudra décentraliser un peu, quoi. Dernier point sur tout ce qui est financier, et pour donner une idée, alors je n'ai aucune idée de ce que ça donne dans le monde de la santé, mais pour vous donner quand même la complexité de l'application des trucs, c'est que pour la crypto, il y a eu d'abord une loi, je remercie Akli d'ailleurs au passage qui m'a fourni cette slide, il y a d'abord une loi qui est faite par Bercy, par la Direction générale du Trésor, qui dit voilà ce qu'est une crypto-monnaie, voilà ce qu'on peut faire avec, voilà la fiscalité qui est liée. Il faut l'autorité des normes comptables qui applique ces éléments, et puis un texte de loi par rapport aux impôts. L'application et ce lien, enfin ce séquençage, il faudra aussi réfléchir dans la santé à qui va commencer quoi. Est-ce que c'est justement le ministère de la Santé qui fait une loi, je ne sais pas, la sécurité sociale qui regarde comment l'appliquer, des acteurs pharma qui traitent la donnée, et toute cette mécanique, elle est encore à penser. Donc finalement, il y a à la fois un travail côté startup pour trouver des nouveaux use cases, mais il y a un travail énorme de préparation du côté administration, parce que ça va arriver à un moment. Et bien sûr, si l'administration ne fait pas bien ce travail, c'est que c'est un peu comme les GAFAM, quoi. C'est qu'on confie de la donnée à des acteurs en leur faisant un peu trop confiance, quoi. Alors, pour finir, juste un petit topo sur qu'est-ce que BPI France fait sur la blockchain. Nous, c'est très simple, hein, on essaye de bien comprendre cet écosystème pour identifier en amont et couvrir les failles de marché. C'est-à-dire que si un domaine est sous-investi comme la santé, on va essayer de trouver des projets qu'on peut financer. C'est d'être en support actif des métiers BPI France. Donc, si des gens chez BPI France, côté investissement, financement, ont des questions, on est là pour y répondre. Et puis, bien sûr, également, l'objectif, c'est de promouvoir, accélérer l'écosystème français. Alors, aujourd'hui, j'ai mis 110 startups financées pour une exposition globale de 35 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 140 startups financées et on a une exposition globale de 50 millions d'euros. Donc, on est à date le premier soutien européen de cette technologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On finance des projets innovants via des subventions, des prêts, des avances remboursables et des concours innovation. Donc, l'idée, c'est que ça, il faut aller sur le site de BPI France, mais vous pouvez être mis en contact avec un chargé d'affaires innovation. Et puis pour les concours innovation, il y a des pages dédiées, c'est par vague. On investit en direct
ou via des fonds partenaires dans des entreprises du secteur. Et bien sûr, on est membre de l'Association des développements des actifs numériques, qui est une association comme celle que Rémi a présentée auparavant, hein, la FFPD. Et on héberge des événements webinars pour faire la promotion de l'écosystème français. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on fait sur ce secteur. Bien sûr, on n'est pas spécialiste de la santé, mais on va quand même être enthousiaste et on va faire un maximum de projets là-dedans parce qu'on voit très bien qu'il y a un potentiel énorme et que cette technologie peut vraiment révolutionner notre rapport à la donnée de santé et l'utilisation de cette donnée de santé. Et d'avoir un équilibre entre l'exploitation par le privé et, on va dire, le côté gardien du temple du public pour une bonne exploitation de cette donnée, quoi. Voilà, c'était un rapide aperçu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Exactement, c'est ce que je viens de dire aux participants. Merci Yvan. On a une question de Lucas qui nous demande: que pensez-vous des ICO, des projets en santé? Est-ce complémentaire avec l'activité de BPI France, avec BPI France plutôt? Merci Lucas pour cette question. Alors, les ICO, on n'est pas du tout contre. Au contraire, on trouve que c'est un bon moyen de financement. En revanche, pour des raisons un petit peu techniques, ce n'est pas encore complètement intégré dans les flux de financement. Je m'explique. Dans le droit français, donc c'est d'où l'importance du schéma, hein, Trésor, Autorité des normes comptables, DGFiP. Dans le droit français, une ICO, c'est considéré comme du chiffre d'affaires la plupart du temps. C'est du chiffre d'affaires constaté d'avance, en fait. Bon. Et du coup, comment ça s'appelle, on ne peut pas considérer ça comme des fonds propres. Donc, comme tout notre circuit de financement, il est basé sur les fonds propres et les quasi-fonds propres, parce que c'est pas une règle d'or, mais c'est une règle un peu tacite, on ne peut pas prêter plus que les fonds propres, entre guillemets. Sinon, c'est considéré comme de la subvention déguisée par la Commission européenne. Bah, ça, typiquement, les ICO, ça va être compliqué pour nous de les intégrer dans un circuit de financement. Alors après, on est créatif. On peut, si par exemple, il y a une levée de fonds d'abord en capital, on va pouvoir financer la partie en capital par un prêt amorçage ou un prêt par rapport à une roadmap R&D. Mais c'est pour ça que c'est complémentaire avec BPI, mais on n'a pas encore de financement vraiment dédié ICO et on va dire la cheville avec les ICO n'est pas encore complètement et pas encore bien faite. Mais ça va arriver sur les nouveaux programmes de financement. C'est des choses qui ont été remontées à la Direction générale des entreprises. Il y a France Relance, France 2030. Il devrait y avoir une adaptation, j'espère, hein, de ces produits à cet environnement. Merci Yvan. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part de l'audience? N'hésitez pas, vraiment, pendant qu'il est là. Une question de Farid. Pourquoi est-ce que vous reliez obligatoirement blockchain et crypto alors que l'incentive du patient serait plus attractive en monnaie traditionnelle? C'est une très bonne question. Oui, idéalement, si tout se fait en monnaie fiat, c'est plus simple. Maintenant, il y a deux changements. C'est que, à la monnaie fiat, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. C'est très encadré. Et typiquement, la création monétaire, c'est puni par la loi. C'est du pénal. En crypto, vous êtes un peu plus libre. Je ne dis pas que vous êtes complètement hors la loi, mais il y a une flexibilité. C'est un peu comme la finance décentralisée. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, donc, est-ce qu'on va le réguler? Mais en même temps, est-ce qu'on peut le réguler? Parce que c'est technique, quoi. Quand c'est décentralisé, on ne peut pas aller chez quelqu'un et dire « donne-moi la base de données ». Et deuxièmement, il y a un avantage des crypto-monnaies, c'est la tech, hein, c'est les fameux smart contracts. C'est que vous pouvez automatiser les opérations. Donc, typiquement, ce fameux retard d'avion, il va se connecter sur des bases de données extérieures, donc plusieurs, pour être sûr que l'information est valable. Il va voir qu'un avion est en retard et du coup, il va calculer un montant automatiquement et il va pouvoir faire le paiement en crypto-monnaie. Ça, en monnaie fiat, c'est impossible.
parce qu'il y a trop d'intermédiaires et trop de stop, en fait. La banque, au moment du paiement, elle va dire « Ah, je ne peux pas envoyer un paiement automatiquement. Il faut que je le valide manuellement. » Et donc, c'est pour ça que la crypto va apporter de la vélocité et va montrer la voie. Donc, l'idée, c'est finalement que la crypto permette de montrer des trucs qui fonctionnent bien et après que la régulation arrive pour trouver un équilibre. La finance décentralisée, entre nous, c'est génial. Vous pouvez créer une monnaie avec des propriétés automatiques. Bon. Maintenant, si on est honnête intellectuellement, c'est de la création monétaire. C'est très bien pour l'expérimentation, puisque vous ne pouvez pas vous pouvez pas jouer avec des euros comme ça. Bon, je pouvais jouer avec de la crypto. Après, il y aura des phases de rééquilibrage côté régulation. Comment la France se situe par rapport dans le soutien au lancement de projets blockchain? En fait, ce que je dis toujours, une tortue est plus rapide qu'une limace. Bon, c'est moins rapide que d'autres animaux. On est plutôt bien en Europe. On a un vrai soutien à ces technologies. Par rapport à la KfW allemande, on est très bien positionné. Donc, on n'a pas à rougir. On soutient très bien les projets. Maintenant, c'est certain que par rapport aux US, on soutient moins bien. Et les US c'est-à-dire que les gens pensent qu'il n'y a pas de financement public aux US. Si, c'est juste le complexe, on va dire, militaro-industriel et des agences de défense de l'État qui le financent. Pour donner un exemple, Chain Analysis, qui fait de l'analyse on-chain, qui va regarder les opérations qui sont faites sur une blockchain et qui peut même les remonter, parce que tout est écrit, donc vous pouvez tout remonter. En 2017, elle recevait 70 millions de dollars de la part des agences américaines, FBI, DEA, services secrets. Donc, c'est là où on a peut-être un déficit. C'est qu'en fait, nos acteurs publics devraient financer beaucoup plus des startups de la santé et devraient les mettre sur des projets. Donc, on a des dispositifs de financement qui fonctionnent. Alors, ils ne sont pas 100% adaptés, on en a parlé sur les ICO et tout. Mais je serais partagé. On n'est pas mauvais, mais est-ce qu'on pourrait faire plus? Oui, on pourrait faire plus, clairement. Il nous reste encore moins de 2 minutes, donc peut-être ça laisse la place pour une dernière question. Si quelqu'un en a une, sinon on pourra peut-être conclure. Du coup, je vais faire une petite page de pub. Si vous avez des projets dans la santé ou des amis entrepreneurs dans la santé qui se posent des questions sur la blockchain, n'hésitez pas. Ça fait partie du rôle de BPI France d'analyser le projet, d'expliquer ce qui est faisable et d'aider. Et on aura l'honnêteté intellectuelle de vous dire, là, une blockchain, ça va être compliqué. Là, c'est très utile. Que pensez-vous de la loi MiCA? La loi MiCA, c'est Market in Crypto Assets. Donc, c'est le règlement européen, donc c'est supranational, pour réguler les cryptos. La loi MiCA n'est pas encore finalisée. Elle a été votée par le Parlement et elle rentre en trilogue. Donc, elle peut encore bouger. La loi MiCA, elle a le mérite d'exister. Maintenant, la loi MiCA, elle est déjà un peu dépassée. Parce que la crypto évolue tellement vite que les cycles juridiques, on va dire, réglementaires, sont trop longs. Donc, il y a du bon et puis il y a du moins bon. Et on espère justement que dans cette phase de trilogue, il y aura une adaptation de la loi MiCA. Je suis désolé, il y a des travaux à côté de chez moi, mais je suis content parce qu'ils ne commencent que maintenant. C'est super. Beaucoup. Merci beaucoup, Yvan, de ton temps. Merci pour cette présentation super claire. On en sait plus maintenant sur les financements en termes de blockchain. Et je donne rendez-vous à tous les participants dans la prochaine session avec Ancapet pour parler d'applications santé de la blockchain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.